Bienvenue. Bon, du Bienvenue, coup, j'ai comment pas tu vas? raté grand-chose, je suppose? Non, 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 bah écoute, on a meublé, on a bien meublé comme il faut en t'attendant. Et puis bah, on parlait justement du côté déception. Alors on a un bon petit programme aussi, hein, comme pour avec les Celtics, pour parler de Minnesota. Euh, Toi vraiment, comme un peu on a fait avec les Celtics, euh, est-ce que tu es d'accord avec nous sur le côté vraiment décevant de cette saison? Alors j'ai envie de dire déception forcément parce que bah, t'étais troisième et finaliste de conf l'an dernier. Après, il y a eu pas mal de paramètres qui ont changé aussi. Il y a des équipes qui sont revenues aussi, mine de rien, en termes de qualité. Le trade de 4 a impacté forcément l'équipe et comment elle est tournée. Donc je pense que finalement, on est un peu à notre place, sachant que moi, je nous pronostiquais entre 4 et 5 avec 4 la saison-là. Donc voilà. Hmm. Ok, ok. Et bah du coup, Quentin, si tu veux repartir là-dessus, on t'a lancé et en fait on t'a arrêté, on t'a relancé. Du coup, toi, la saison des Wolves, là, est-ce que t'es sur la même lignée que nous? Euh, Bien entendu qu'il y a de la déception parce que quand une franchise sort de finale de conférence, tu t'attends à ce que ça aille dans la continuité, donc qu'il y a un visage qui soit plutôt beau, surtout que les Timberwolves souvent font plutôt bonne impression en saison régulière. J'essaie de choper un petit peu là, les classements lors des dernières années. Mais j'ai pas l'impression qu'à chaque fois, ils sont jamais passés par le play-in depuis que le play-in a été intégré Ah, si, si, en. si, 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 si. ouais, en La 22 première année, on n'est on pas. est Bah, les passé deux. vite La- après. Alors, concrètement, ça, Ah, c'est qu'en gros, là, je crois que c'est vas-y. la quatrième année. Je crois qu'on a fait 4 ans de suite en playoff, si je dis pas de conneries, dont il me semble 2 en passant par le play-in. Non, Ok. attends. Si, si, c'est 4. L'année 5 de Hunt. Non, c'est 3 ans, du coup. Excuse-moi, c'est moi qui me perds un peu dans mes chiffres. On a fait 3 ans et la première année, on est effectivement. On a éliminé les Clippers parce que j'avais reçu un message de la femme à Nicolas Batum pour nous féliciter dans la nuit. Allez, le petit flex, Allez, là. Oh là C'est ça, là. c'est ça. Excuse-nous. Voilà. Non, mais c'est toujours sympa, mine de rien, baie d'avoir sur la des table. contact entre gens qui aiment le basket, quoi. Ok. Bah écoute, ouais, donc pour les playoffs, bon, c'est passé par le play-in. Là, je vois dans le chat, ça met le premier paramètre. Bon, bah, c'est l'arrivée de Julius Randle. C'est l'éléphant un peu dans la pièce. Que dire de cette arrivée? Est-ce que toi, quand tu as vu le trade se faire, on le sait que c'était économique, mais est-ce que toi, la contrepartie Randle, tu l'as accueilli vraiment en mode cool ou pas du tout? Ah, le truc, c'est que il faut aussi se mettre à la place du GM, et tu sais très bien que voilà, on a des raisons économiques et que le contrat de 4 était difficile à trader vu ce qu'il allait gagner à partir de cette saison-là. Et on sait que c'est genre 56 millions dans 1 ou 2 ans. Ouais. Donc c'est peut-être la seule année où tu te dis encore qu'il est possible de le trader sans avoir une value négative en fait, puisqu'on savait pas ce que ça allait donner aux Knicks là cette saison. Hmm. Donc à Randle, en fait, tu t'engageais sur 1 an. 1 an et demi, voire 2 ans max. Donc finalement, tu sais que tes finances, parce que le but principal c'était ça, que tes finances seraient saines dès l'été prochain, voire l'été d'après. De manière notamment à re-signer Nasri, parce que c'est ce que tout le monde a pensé, c'est ce qu'on pense toujours. Maintenant, je pense clairement que Randall, on lui a un peu tiré dans les pattes aussi, alors qu'il a quand même fait des efforts. Je pense que le fait que tout le monde associe Randall au trade de 4, bah forcément il y a beaucoup de déçus et beaucoup de gens qui détestent Randall à cause de ça. Mais on n'est pas forcément meilleur avec ou sans Randall, quoi. Finalement, tu regardes les résultats, c'est à peu près kiff-kiff, hein. Ok, donc tu penses pas, toi, que ça a un impact un peu sur même la construction ou la cohérence du groupe, quoi? Ah, mais complètement. Si, 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 l'impact, il est réel parce que c'est ce que je dis toujours, moi, aux gens qui me suivent, c'est qu'au lieu d'avoir un seul ball stopper en la personne d'Anthony Edwards, t'en as deux dans ton 5 majeur. Ce qui fait que du coup, ben, offensivement, tu galères parce que ton ballon s'arrête et que tu ne construis rien. Déjà qu'on joue sans système ou pas loin, mais ça, je pense qu'on en reparlera plus tard. Je pense que tu es obligé d'avoir 4 mecs qui apportent du mouvement autour de Anthony Edwards, sachant que tu as aussi Gobert qui va plus ou moins te bloquer un peu la peinture, mais avec qui tu peux jouer en mouvement. Hmm. Donc je pense que le fait d'associer Ant et Randall, c'est dangereux et dommageable. Ouais. Sachant que bah, là, Ouais. Quentin ou Thibaut, je sais qu'on voulait, et tu voulais aussi euh, parler de la progression d'Anthony Edwards. C'est un peu de la saison. Euh, il revient bien en 2025. Là, fin d'année 2024, début 2025, c'est pas mal. Mais pareil que Jason Tatum avant, est-ce qu'on n'attendait pas un petit step-up, quoi, Quentin, Thibaut, de la part d'Anthony Edwards? Bah,
Bien entendu qu'avec le départ de Karl Anthony Towns, tu te dis que le jeu va certainement tourner autour de lui, parce que les possibilités offensives. En fait, je connais pas l'usage rate d'Anthony Edwards au Minnesota Timberwolves. J'aimerais bien le connaître parce que je pense qu'il doit être quand même Je pas mal crois élevé. qu'il a le huitième, il a le huitième de NBA, si je dis pas de conneries. Je vais regarder ça. Et, et- et bien entendu que tu te dis, les tickets shoot de Karl Anthony Towns, ils vont pas être répartis à Rudy Gobert ou je ne sais pas qui. Et que je pensais vraiment qu'Edwards allait en amasser encore plus. Alors statistiquement, du coup, tu réfléchis, tu te dis, il peut y avoir un bond dans pas mal de... Voilà, ne serait-ce qu'au scoring, tout ça. Tu vois, on a parlé de Jason Tatum avant. J'ai l'impression qu'Anthony Edwards, pour le coup, un joueur qui est capable de porter sur ses épaules une franchise un peu malade, un joueur avec une grande gueule qui peut essayer de faire en sorte de secouer le vestiaire, il a l'air d'en être plus capable que Jason Tatum. Hmm. Pour approfondir un peu ça, le saviez-vous quand même, le joueur avec le plus haut taux d'usage rate sur le site de la NBA, c'est James Wiseman, avec un match à 45% d'usage rate. Voilà. Sinon, La fraude. fraude, exactement. Sinon, Anthony Edwards, si on le prend comme ça brut, il a le 12e usage rate. Ok. Mais il y a des joueurs comme Cam Thomas qui sont devant, mais qui ont joué que 19 matchs. Donc, voilà, pareil, Paolo Banchero pour l'instant que 22 matchs. Donc, ça se trouve, même Zion au 18. Ça se trouve, c'est des. Voilà, on peut peut-être supposer qu'Anthony Edwards, dans un monde où tout le monde joue le même nombre de matchs, peut être top 10. Du coup, Seb, toi, Anthony Edwards, t'es satisfait de sa saison? Alors, oui et non. J'étais même très très dur avec lui en début de saison. Je pensais qu'il fallait peut-être le secouer et ne pas le nommer All-Star. Bon, manque de bol, il y a eu quand même quelques joueurs qui se sont tartés d'ici là. Donc ça a facilité aussi un petit peu son intégration encore dans les sélectionnés. Euh, En gros, moi j'ai tendance à dire que le sort d'Anthony Edwards est un petit peu lié à celui de Chris Finch. C'est-à-dire que pour moi, Anthony Edwards a peut-être maximisé déjà ce qu'il pouvait maximiser sous Chris Finch. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que clairement, est-ce que Finch peut encore apporter à Edwards de quoi progresser et step up? Je suis pas sûr. Sachant Mhm. qu'Edwards, le seul step up là, de cette année-là, c'est les 3 points. C'est Mhm. l'efficacité, c'est le volume. Mais c'est un petit peu au détriment aussi des pénétrations. Alors je sais pas si c'est voulu par le coach ou non. Connaissant Edouard, je pense que c'est plus un peu pour ne pas forcer et aller au cercle, sachant qu'il y a Gobert. Donc Et c'est un petit peu Randle. lié quand même. Et Randle. Maintenant, encore une fois, Anthony Edwards, Julius Randle, c'est deux mecs qui ont besoin du ballon. Randle, je le trouve meilleur off-ball que Edwards. Edwards, c'est un joueur catastrophique off-ball. Comme les Luka Doncic, par exemple. Tu vois, parce que c'est vraiment des mecs qui ont absolument besoin Ouais. d'avoir le ballon tout le temps. Ça, c'est le genre de domaine dans lesquels il doit progresser. Et finalement, il n'a pas progressé non plus cet été au JO. On aurait pu penser qu'il aurait pu le faire. Mais il était souvent sixième homme au JO, donc il avait beaucoup le ballon aussi. Donc là-dessus, il doit progresser. Son playmaking a un petit peu progressé quand même là, les dernières semaines, les derniers mois. Je pense que ça dépend énormément de son entourage et encore une fois du coaching. Voilà. Donc en gros, c'est un mini step up, mais juste au niveau du shoot, parce que tout le reste a un petit peu régressé ou est resté à peu près stable, quoi. Après, l'avantage d'Anthony Edwards là, dans cette situation-là, c'est qu'il ne joue pas non plus avec un meneur dominant, parce que Mike Conley, on en a parlé plusieurs fois ici là, sur la chaîne, c'est bien, ça a fait le taf pendant 1 ou 2 ans. Tu sens que là, va falloir peut-être ramener un peu plus de fraîcheur au poste 1 quand même. Ouais, et pourtant, moi j'ai une stat qui... Enfin, Mike Conley est fatigué, on le sait, il a 37-38 ans, donc c'est peut-être sa dernière année, hein, il peut choisir éventuellement de prendre sa retraite à l'issue de l'année là. On est à 2-6 ou 3-7, un truc comme ça, Il est signé sans l'année Mike Conley prochaine cette encore, saison. non? Donc ça veut quand même dire que le problème, c'est quand t'enlèves Mike Conley, en termes de QI basket, c'est abyssal dans cette équipe-là, et je le dis depuis déjà plusieurs saisons. C'est-à-dire que c'est beaucoup de talent brut, mais que pour l'instant, t'as pas le QI basket, t'as non plus le QI basket qu'avec Kyle Anderson, par exemple. Donc Ouais. potentiellement, tu perds l'équivalent d'un joueur et demi par rapport à la saison dernière. Donc Thibaut, c'est énorme. Thibaut, tu voulais dire? Mike Conley, il me semble qu'il reste une année de contrat, si je dis pas de bêtises, Seb. Et moi, je pense Oui, surtout oui, qu'il c'est faut ça. pas sous-estimer ce poste 1 qui est très important. Et je pense qu'Edwards, avec le temps, nous le montre de plus en plus que c'est un 2 qui a besoin d'un gestionnaire et c'est bien distribué dans un bon collectif. Bon, après, ça, le collectif, c'est une autre question, mais avant tout, trouver un très bon meneur, du moins un bon meneur pour Edwards.
ça me semble être l'une des priorités en tout cas pour le Hmm. futur. Après, là, il y a. On l'a peut-être déjà, on l'a peut-être déjà, c'est juste qu'il n'est pas encore formé. On a vu tour J'ai à Rob tour, Dillingham. bon, Rob Dillingham, c'est un jeune, mais on a vu Di Vincenzo être intéressant aussi, poste 1 en espèce de combo garde, et ça avait l'air de marcher plutôt bien les dernières semaines avant sa blessure. Donc à voir aussi, Di Vincenzo, l'avantage, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas forcément besoin du ballon pour exister. Et qui du coup peut tourner autour d'Edwards en sprintant un petit peu et shootant à 3 points et Hmm. offrir justement des lignes de pénétration aussi. Donc Oui, mais du coup, à ça voir incombe comment ça beaucoup se plus passera de aussi de son côté. responsabilité offensive à Edwards, du fait qu'il doit mener le jeu. Ouais, mais au final, dans les faits, c'était pas si alarmant que ça, puisque je sais que les derniers matchs où Di Vincenzo jouait, c'était beaucoup au scoring. C'est-à-dire que le début de saison, c'était essentiellement de la passe. Donc je pense qu'il devait un peu se trouver aux côtés d'Edwards, hein. Et à la fin, là, les 2-3 dernières semaines, c'était vraiment Di Vincenzo qui marquait 20, 22, 25 points. Et forcément était à la baisse à la passe. Donc Anthony Edwards montait aussi à la passe. Ce qui passait de 3 passes à 7 ou 8. Voilà. Hmm. Ouais, mais du Donc coup, ça peut marcher. tu parlais de Rob Dillingham, qui est pour l'instant une des belles surprises. C'est vrai que vous l'aviez chopé un peu au nez à la barbe des Spurs. Tu sors d'une finale de conf et tu arrives à choper un pick 8, je crois, c'est ça, hein, Dillingham, non? 10 ou 8? Alors, 8. non, 8? non, pick 8. Ouais, Ouais. c'est pas mal et ça peut être un axe de progression, enfin pour l'équipe en tout cas, peut-être de l'installer, peut-être déjà cette saison, dès Ouais, maintenant. mais j'allais venir à ça, justement. J'allais venir à ça parce que finalement, la saison-là, tu sais que tu seras pas contender et tu le savais déjà en débutant la saison parce que tu es sur une année un petit peu de gap entre flexibilité financière, voir ce qui se passe au niveau des contrats de Nasrid, etc. Donc moi, ce que je reprochais un petit peu à Chris Finch depuis le début de saison, c'est de faire des rotations à 8 hyper serrées, de n'intégrer aucun jeune, sauf en cas de force majeure, donc quand tu as 72 blessés, que tu plus trop le choix. Pour moi, il faut faire jouer les jeunes. Parce qu'on voit qu'on a du talent chez les jeunes. Les 3 qu'on joué là depuis toutes les blessures, parce qu'on en a eu beaucoup, ont montré des bonnes choses. Donc c'est Rob Dillingham, c'est Terrence Shannon Jr. et c'est Jalen Clark aussi. Donc c'est que des mecs qui ont été draftés l'an dernier ou cette année, qui sont rookies cette année. Pour moi, il fallait déjà les intégrer à ta rotation à 8, essayer de trouver des trucs, parce que là, finalement, on a perdu 2, 3, 4 mois de travail, entre guillemets, avec ces gars-là, quoi. Les Non, mais gars, moi, je pense pas ouais. qu'ils soient dans un timing de former des jeunes. Ouais, mais tu dois les intégrer. À un moment donné, on jouait contre Memphis. Memphis, ils jouaient à 11 dans leur rotation. Ils ont aussi des jeunes. Je pense pas que l'excuse soit forcément de se dire oui, mais en fait, on n'a pas la place. À un moment donné, il faut le faire. Il faut ouvrir un peu tes rotations parce que ça peut aussi changer ta façon de jouer selon les match-up et selon les line-up utilisés. Là, en fait, on a beaucoup tâté le terrain pour essayer d'intégrer Randall, je pense. Et au final, on s'aperçoit on a perdu du temps, quoi. Sachant que là, niveau classement NBA, bon, tu es 7ème, tu es clairement dans la course un peu aux places du play-in. T'as pas non plus un énorme matelas parce que t'as que 3 défaites d'écart par rapport aux Suns qui sont 11e. Donc t'es un peu dans une saison de transition, mais attention un peu à l'accident industriel parce que bah ouais, repartir, c'est compliqué. Tu peux baisser. On regarde aussi les Kings à une moindre échelle. 3e à un moment donné, tu fais pas les bons moves, et bah finalement tu reviens à la normalité quoi. Donc attention à ne pas trop perdre de temps, je trouve. Et Alors voilà. après, ouais, une précision quand même super importante. Alors pour les Wolves, ça vaut ce que ça vaut et ça peut être une balle dans le pied aussi. Les Wolves ont le calendrier le plus facile et de très loin de la conférence Ouest sur le restant de la saison. Là où Phoenix et Sacramento, par exemple, c'est une catastrophe absolue. Les Clippers aussi. Donc ça fait potentiellement des matchs faciles à gagner, mais on a vu qu'en fait, on bat les équipes fortes et on perd contre les équipes faibles, un peu comme il y a 2 ans. Donc voilà, à prendre avec des pincettes, mais théoriquement, vu du calendrier possible, on peut même finir 6ème parce qu'on n'est pas très très loin. Et en gros, Oui. pour moi, le top 5, il est plus ou moins lock. Donc il y aura une place en playoff direct qui se jouera encore, à voir si on peut l'avoir. Mais je pense que ça se jouera là, hein. Ouais, et puis très honnêtement, si vous arrivez à choper une 6ème place, tout dépend de l'équipe qui termine 3ème. Mais là, t'es les Wolves, bah, tu vois au cas où les Rockets ou les Grizzlies arrivaient, bah, tu peux dire finalement on fait une saison un peu pourrie par rapport à ce qu'on pouvait penser et la finale de conf, mais on peut peut-être passer un tour finalement. Ouais, et puis t'as de l'expérience maintenant. En plus. Donc ça change un petit peu aussi. Oui, Ouais. tu passes un tour, mais au final, tu ressors de la saison, elle est en demi-teinte de fou, hein. Ah bah c'est sûr. Mais j'ai l'impression qu'on... Tu prenais l'exemple tout à l'heure, Seb,
de Memphis pour former des jeunes. Moi, je pense qu'il faut surtout que vous sachiez de quelle est votre véritable identité, de quoi vous êtes fait. Tu vois, par exemple, Minnesota, en fait, c'est pas Memphis. Memphis, ça sait former des jeunes, les mettre sur le devant de la scène assez tôt, chose que vous n'êtes peut-être pas capable de faire, je sais pas, c'est une interrogation. Mais je te prends comme Après, exemple, là, par exemple, l'interrogation, elle les est Lakers. légitime. Ouais, l'interrogation est légitime, mais Bah, finalement, c'est qui le j'entends, point tu vois, commun mais dans tout ça? Peut-être le hmm, coach, ça tu peut vois? être le coach, mais c'est surtout que Memphis, tu vois, ils ont déjà montré que avec un jeune groupe, ça pouvait aller quelque part en playoff Et, en et, 2022, et grâce à j'ajoute, vous-même, j'ajoute forcément. pour aller dans ton sens, Thibaut, que dans ce run de Memphis, d'avoir une équipe jeune, il y avait cette identité. Il y avait cette identité un peu de chien de la casse, un peu de mec, on se bat, on est un vrai groupe et tout ça. Et c'est vrai que ce manque d'identité passe peut-être aussi, déjà par quelques petits moves pour ramener vraiment une cohérence dans ta construction d'effectifs, et peut-être aussi par rapport au coach. Après, l'identité, on l'a toujours. C'est une identité défensive. J'ai l'impression qu'on dit de nous qu'on est genre 15e défense. En fait, tu regardes, on est passé de la première à la 5e, ce qui est pas Hmm. dramatique non plus. C'est juste qu'on avait une telle avance avant, on était en première défense. Je crois qu'on avait une des meilleures défenses sur les 15 ou 20 dernières années. Donc il y a un petit step back, mais forcément, puisque du coup, t'accueilles Randall qui est pas un bon défenseur, mais Kat l'était pas non plus, donc ça a pris du temps. Et derrière, tu dois faire marcher un peu toutes ces pièces-là. Tu dois faire entrer des Illingham, on en a parlé, des joueurs jeunes, inexpérimentés, donc qui peuvent se faire pilonner défensivement. Donc je me dis que défensivement, on peut encore avoir cette identité-là, hein. On a Rudy Gobert toujours. Mhm. Donc je pense que c'est plus offensivement où on doit un petit peu bosser plus et poser plus de systèmes, notamment parce qu'on a un QI basket qui est difficile. Donc comment tu fais pour aider tes joueurs? Bah, tu mets un peu plus en place des actions structurées, quoi. C'est Hmm. mon point de vue, hein. Il y a Mostar Joestar qui est magnifique pseudo, encore une fois, qui met Randall a vraiment beaucoup progressé en défense. C'est vrai qu'au moins, c'est un profil un peu plus athlétique que Kat et qui ramène un peu plus de viande et de densité. Mais plus de système pour Jaden McDaniels. Est-ce Ah, que. par Ouais, exemple, oui, tout à fait. ça. Bah, en fait, si tu regardes, j'ai balancé la stat il y a une ou deux journées de ça. McDaniels, parmi les forwards, c'est celui qui a le meilleur ratio du mid-range, donc de long two, de la ligue. Donc en termes de Hmm. pourcentage, voilà, en termes de nombre. Et il y avait zéro système pour lui jusqu'à ce qu'il y ait les blessures de Randall, etc. J'ai vu un peu plus de système pour lui et comme par hasard, il tournait là sur les derniers matchs ou sur les 2 derniers mois, genre à 15 points ou 17 points de moyenne. Il a uppé son niveau au rebond aussi, mais ça c'est parce qu'il est passé poste 4 essentiellement. Donc il y a un truc à faire avec ce mec-là. Le Ouais. problème, c'est toujours pareil, c'est que Randall va revenir après le All-Star break. Comment est-ce que tu l'intègres? Bah, est-ce que. Et Pas Quentin, je te lancerai là-dessus, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Euh, Est-ce que ça passerait pas par une décision à la Mike Budenholzer aux Suns? Bradley Beal, tu coûtes cher, certes, mais tu vas sur le banc, mon pote. Et peut-être que Julius Randle, ouais, tu as peut-être un contrat à 30 millions, mais là, avec Jaden McDaniels, ça marche bien, c'est cool. McDaniels, il est encore là pendant 5 ans après, hein. Donc c'est sur lui qu'il faut construire, sachant que tu vas le payer cher aussi, là, à partir de la saison prochaine. Est-ce que ça peut passer par là, quoi? Ouais, ouais, moi je pense que ça passe par là. Après, est-ce que Julius Randle est capable d'accepter un rôle de sixième homme comme est en train de l'accepter Bradley Beal du côté des Suns? Je sais pas. Et d'ailleurs, ça me fait, parce que là j'étais en train d'écrire, de noter pas mal de trucs sur mon carnet, et il y a pas mal de questions du coup qui me viennent à l'esprit, notamment d'un point de vue ne serait-ce que pas pour la saison, parce que l'objectif à court terme, c'est de se qualifier en playoff. Et après, plus vous allez loin, mieux c'est. Mais il n'y a pas, ce sera pas, enfin, il n'y aura pas une énorme déception si vous n'atteignez pas les minimum les finales de conférence comme l'année dernière, parce que on sait que vous avez perdu cet été avec le départ de Karl Anthony Towns. Du coup, je me projette plus sur l'avenir. Et moi, j'ai envie de savoir un petit peu l'ordre des choses du côté des Timberwolves. Déjà, est-ce que vous avez un franchise player? Est-ce que toi, Seb, tu considères que Anthony Edwards a l'étoffe d'un franchise player? Il a ce qu'il faut en magasin pour être franchise player. Je pense qu'il doit être mieux accompagné, que ce soit par le coaching staff, ses coéquipiers. Donc je pense qu'il y a toute une structure d'équipe à trouver autour de lui. Il faut qu'il arrête d'avoir une vision tunnel aussi pendant les moments clutch, parce que c'est un joueur cataclysmique en clutch. De mémoire, il est genre à 41% au shoot dans le clutch, dont je crois qu'il était à 30% à 3 points. Hmm. Là, quand je parle de clutch, je parle vraiment des toutes dernières possessions. Genre, il était à 2 sur 20 sur les toutes dernières possessions.
Si tu remontes un petit peu dans le clutch, en général, c'est peut-être lui qui va te faire remonter alors que tu étais mené de 10 ou 12 points. Donc il y a un travail autour de ça à faire notamment, apprendre à lâcher son ballon. Tu sais qu'il s'était renseigné auprès de Jordan un peu pour ça, hein. Comment faire pour gérer les double teams. Je pense qu'il faut, à un moment donné aussi, on parlait de comment l'entourer, on parlait de Randle, il y a le point Nasrid en fait. C'est ça. Le fait que Randle sort de la rotation, ou en tout cas du starting line-up, le principal bénéficiaire de ça, c'est Nasrid. Nasrid, pour info, c'est à peu près 20 points de moyenne depuis la blessure de Randle. 20 points, 8 ou 9 rebonds et 3 assists, quelque chose comme ça. Donc il a potentiellement de quoi aller un petit peu mieux avec Anthony Edwards. Anthony Edwards, je pense qu'il a vraiment l'étoffe d'être un franchise player. C'est pas un joueur fini, il a que 23 ans. Mais il faut forcément l'entourer un petit peu mieux que ça. Donc encore une fois, en compétences de coaching et aussi avec les bons joueurs, en fait, tout simplement. Et du coup, On a des joueurs en stock, c'est juste qu'il faut les utiliser correctement. et au cas où, sans même parler de joueurs en stock, mais quel profil tu rajouterais là à cette équipe comment tu la transformerais cette équipe pour que justement elle prenne un peu plus qu'elle ait un peu plus de cohérence et de consistance, quoi. Peut-être avant de faire des transformations, déjà sur quoi tu t'appuies quels sont les joueurs sur lesquels tu es sûr de vouloir t'appuyer dans le futur? Je pense McDaniels, Ouais. Nasrid. C'est très facile en fait. C'est ça. Et Nasrid, attention parce qu'il faut le re-signer cet été. Ok. Et Nasrid, à vue d'œil comme ça, au doigt mouillé, ça va taper entre 25 et 32 millions la saison, hein. Ok. Mais en gros, pour moi, c'est le trio là. C'est le trio qui est là depuis Très bien. toujours, en compte, hein, depuis 2020, quoi. Ouais. C'est ces trois-là. Et après, pour moi, tu continues à associer Rudy Gobert parce que tu joues à un basketball qui gagne avec Rudy Gobert. Ok. N'en déplace aux haters. Après, le reste peut bouger, hein. DiVincenzo, j'aimerais bien le garder quand même parce que ce qu'il a montré, mine de rien, malgré ses difficultés au shoot au début de saison, c'est plutôt prometteur. Ça reste un contrat qui est solide. C'est 10 millions et demi, 11 millions la saison, donc c'est bien. Et t'as besoin de joueurs aussi qui sont capables d'artiller à 3 points et puis Aussi. de profiter de spacing que C'est va ça. créer Anthony Mais- Edwards et tout ça, quoi. Mais tu vois, on dit de nous qu'on a un des pires spacing de la ligue. J'ai pas forcément les stats devant les yeux, mais on est une des meilleures équipes au shoot à 3 points. Ok. Non, mais c'est sûr. On peut Non, pas mais- forcément dire que t'as un super spacing, tu vois, mais en gros, malgré Rudy Gobert, malgré ces gars-là, on arrive à rentrer des shoots. Donc, Mm. le problème, c'est pas forcément toujours de rentrer ces tirs ouverts, c'est peut-être d'apporter un peu de variété aussi dans notre jeu, ce qu'on n'est pas capable de faire pour l'instant. Ok. D'accord. Quentin, t'avais noté d'autres choses, du coup? Ouais, bien sûr. Tu parles souvent de compétences d'un point de vue du coaching. Moi, je veux connaître vraiment ton point de vue par rapport à Chris Finch. Est-ce que pour Alors- toi, il est temps de le jarter, quoi? Et Est-ce c'est- que c'est lui le premier fusible qui doit dégager si ça se passe mal d'ici la fin de la saison? Une réponse un peu bâtarde et difficile que je vais vous donner, c'est que Chris Finch, déjà, je pense qu'il a eu potentiellement le meilleur roster que les Timberwolves aient eu de leur carrière, enfin de leur carrière de franchise, on va dire. Peut-être meilleur que le roster de Kevin Garnett à l'époque. Il nous a fait progresser, il a fait progresser l'équipe, il a emmené les gars avec lui, c'est un super meneur d'hommes. Mais j'ai quand même des petits questionnements, notamment sur ses prises de temps mort, où des fois tu vois des runs de 20-0 ou 22 sans qu'il y ait de temps mort de pris. Donc ça ne coupe pas les jambes des adversaires, justement, au contraire. Les retours de temps mort, notamment aussi sur le clutch, sont cataclysmiques. Même si Ant, des fois, il va un petit peu off-script aussi et il respecte pas toujours ce que le coach lui dit. Mais j'ai toujours dit que Chris Finch, c'est un bon coach. On va dire c'est un coach mid dans le truc NBA. Faut trouver maintenant un coach qui est meilleur que lui et c'est pas forcément gagné non plus. Donc en gros tout dépendra un peu de ça. Si demain tu me dis Budenholzer est dispo, je sais même pas si je le prends parce que il resterait potentiellement sur plusieurs échecs de suite. C'est très difficile en fait de savoir un peu mettre le curseur. On sait qu'avec Finch on pourra pas gagner de titre, mais on le savait déjà l'an dernier, on en avait déjà parlé l'an dernier. Maintenant, comment tu progresses avec un autre coach si tout dépend du marché en fait. Il n'y aura pas des Atkinson tous les 3 mois quoi. Donc il faut absolument trouver un mec qui puisse booster Ant et puisse le diriger un petit peu plus dans ses choix de jeu notamment. Voilà. Ouais. Non, Ça va te faire en fait. Hein. Il y a le bon Javadi qui nous met Finch, c'est pas si mal. Les gens sont durs avec lui qui arrivent à gérer Julius Randle, sans déconner, c'est impossible. Il y a de ça aussi. Après, moi, je suis plus du coup, c'est intéressant d'avoir ton avis, Seb, là-dessus, en tant que fan des Wolves, parce que moi, j'avais du mal à me faire une idée sur Chris Finch, parce que pour moi, limite, j'attendrais la saison prochaine, parce que t'as eu quand même une réussite la saison dernière.
Là, ça se passe un peu moins bien avec tout le contexte autour des trades, situation économique, re-signature de Nasrid qu'on connaît. Bah limite, maintenant, j'ai envie de me dire, ok, il y a eu une saison bonne, une saison moins bonne. C'est quoi sa vraie valeur en fait? Est-ce que vraiment on doit. Est-ce que c'était vraiment un coup d'éclat l'année dernière? Ou est-ce que c'est là où bah, finalement, en fait, ouais, tu mets Budenholzer, tu mets même Atkinson en fait, avec ce roster des Wolves, est-ce qu'il fait vraiment mieux? J'aurais. C'est là où, ouais, mais c'est là où on en vient au QI basket de l'équipe, c'est que je sais pas en fait si les joueurs sont un peu cons ou si c'est Finch qui a du mal à les cadrer. C'est peut-être un peu des deux en fait, hein. Peut-être Tu un vois. peu des deux. Donc, placer le curseur là-dessus, c'est super compliqué. Et là, ce sera le travail de Tim Connelly qui devrait rester normalement à l'été, puisqu'on a eu les nouveaux owners qui vont prendre le relais là. Et c'est leur gars, hein, Tim Connelly. Par contre, Finch n'est pas leur gars. Donc en gros, C'est ça. ça dépendra un peu de qui il voit sur le marché. Mais j'étais du même avis, c'est-à-dire je voulais pas virer Finch cette saison parce que ça servait à rien. T'aurais pas pu faire d'upgrade de toute façon dans la saison. D'accord. Impossible. Non, c'est sûr. Donc dans l'idée, là, c'est déjà de voir comment ça se termine, parce que si ça se termine mal, là oui, forcément, tu appuieras sur le bouton. Sachant que Finch, je crois qu'il est en année 1 de sa prolongation, et sa prolongation était de 4 ans. Donc financièrement, il y a aussi des paramètres là-dedans. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Pour moi, en fait, tu termines la saison en l'état. Tu termines la saison en l'état et tu vois. Voilà. D'ailleurs, t'en as parlé vite fait des nouveaux propriétaires. Est-ce qu'il y a déjà eu des petits bruits sur un peu leurs ambitions ou leur... Parce qu'on sait par exemple que récemment, Matisse Bia, il est arrivé du côté des Suns, il a fait « Moi les gars, je vais dépenser ». Est-ce que... Bon, je pense qu'on n'est pas du tout sur le même son de cloche, peut-être du côté des nouveaux propriétaires, mais est-ce qu'il y a eu déjà des petits bruits selon par rapport comment dire, à la stratégie à mettre en place dans les années futures là? Alors, déjà, ils sont en place officieusement, on va dire, depuis 3 ou 4 ans. Donc, on connaît un peu leur façon de procéder. On sait qu'ils ont été chercher Connelly pour très cher et qu'ils ont coupé des têtes pour ça. On sait que c'est eux qui vont appuyer aussi pour Gobert, donc ils veulent effectivement gagner vite. Non, c'est marrant que vous me parliez d'Ishbia parce que on a été un petit peu linké à Kevin Durant là sur la trade deadline passée. Et il est possible que ils aient envie de faire un petit coup d'éclat en récupérant Durant. Et je suis pas sûr que ça puisse aider forcément la franchise en fait, hein. Ah, D'accord, tu ok. penses? Donc Ah ouais. ouais. En fait, le truc c'est toujours pareil, c'est que si tu prends Durant, ça veut dire que tu lâches pour 50 millions de salaire et que tu récupères Durant pour 1 an. Est-ce que Ouais, je comprends. est-ce que ça vaut le coup de délester d'autant de joueurs et du reste d'assets qui te restent pour 1 an de Kevin Durant? Mais est-ce que si dans ce trade pour Kevin Durant, parce que moi j'aime bien le profil Durant par rapport à d'autres profils de joueurs qui coûtent très cher, genre Bill, Butler, Lavine et tout ça, je pense qu'il complète bien Anthony Edwards. Je pense que les deux peuvent bien jouer ensemble. Mais sur ce trade, s'il y a un trade ou une arrivée de Durant, si tu lâches Gobert, tu mets Nasrid directement dans ton 5, est-ce que c'est... Ouais. Nasrid, c'est plus un poste 5. Ça peut Ouais. dépanner poste 5. C'est très bien pour dépanner poste 5, mais maintenant tu regardes son physique par rapport à il y a quelques années, c'est un 4, voire un 3. Et on voit que face à des pivots costauds, il a du mal quand même, parce qu'il est sous-dimensionné, il est pas très lourd maintenant. Il a vraiment perdu du poids. Non, je pense que Nasrid poste 5, c'est bien pour dépanner si t'as besoin de lui un petit peu en second unit, parce que t'as des mecs un peu moins forts. Mais pour moi, si tu lâches Gobert, tu vas droit dans le mur, parce que du coup, tu n'as absolument plus personne à mettre poste 5 titulaire. Ouais. Ouais, je partais... Donc non, Nasrid, son poste, c'est 4. Oui, là, oui. il y a même plus de 2. Ok. Et enfin, peut-être que Quentin, tu nous avais parlé de ça aussi en off, est-ce que le salut des Wolves ne passerait pas par l'extension et d'un passage à l'Est? Voilà. Est-ce que ça serait dans les tuyaux? Est-ce que ça serait une bonne idée pour les Wolves de passer un peu à l'Est? Parce que géographiquement, déjà, c'est pas déconnant. Mais en plus, je pense que même là, maintenant, cette équipe des Wolves à l'Est, tu as d'autres ambitions, je pense. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, Seb, là? Après, on en est loin de cette extension-là. Il y a encore 2, 3, 4 ans, je pense, qui vont se passer. Ça peut changer encore d'ici là, hein. C'est-à-dire que concrètement, l'Est peut se renforcer aussi. Tu peux avoir Cooper Flag qui peut atterrir à l'Est. Tu sais pas ce que ça peut donner.
en termes de kilométrage pur, je crois que les Timberwolves sont l'équipe qui font le plus de kilomètres de la ligue. Et je crois que c'est même pas close. Et deuxième, je crois que c'était Memphis ou Nola, un truc comme ça. Donc forcément, ça va jouer entre ces trois équipes-là pour intégrer la conférence Est. On est peut-être, entre guillemets, la franchise la moins marquante de l'Ouest, ce qui pourrait un petit peu aider aussi. Il y a les Pels aussi. Les Mais ce qui Pels, pourrait ouais. aider un petit peu aussi le process. Je suis pas sûr qu'ils décident de passer Memphis à l'Est, par exemple, parce qu'ils ont déjà plus ou moins fait des choses. Donc j'ai du mal à imaginer ça. Maintenant, compter sur le fait qu'une division ou qu'une conférence soit plus faible pour essayer de voir tes ambitions à la hausse, je trouve que c'est un peu réducteur, quoi. T'es pas si loin que ça, finalement, à l'Ouest. L'Ouest, je le trouve moins fort que l'année dernière, bizarrement. Ok. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus cohérent et homogène. Et je trouve que les équipes, à part OKC, sont moins fortes. Tu vois, j'ai pas... En gros, je peux pas te sortir du chapeau comme ça un favori. C'est pas possible. Même Denver, tu vois, ils jouent très très bien au basket, ils ont le meilleur joueur du monde. Mais en fait, j'ai l'impression que l'Ouest, ça dépendra un peu des match-ups que tu auras à chaque fois dans tes éliminations directes. Ça, Donc, ouais, bah, tout le monde, en fait, tous les supporters des Wolves, ils souhaitent un petit peu le passage à l'Est. Maintenant, j'ai envie de dire, bah, en fait, on a déjà été en finale de conférence à l'Ouest. L'an dernier, dans un autre contexte, bah, pourquoi pas continuer à être à l'Ouest et essayer de se faire une histoire, tout simplement, quoi. vous Pas êtes cette année, hein. Oui. Mais, Vous êtes convaincus par cette réponse, messieurs? Ouais, puis clairement, un passage à l'Est, ça aurait juste déplacé le problème, en fait, je trouve. C'est-à-dire qu'au lieu de pas passer le premier tour, bah, tu passeras pas le deuxième. C'est tout. Bah, faut pas oublier, mine de rien, t'as du Celtics, t'as du Knicks, on en a parlé juste avant, les gars, en vrai, Ouais. c'est solide. Et moi, je suis désolé, mais pour moi, vous subissez Julius Randle, pardon, mais d'une force, c'est incroyable. Après, il fallait faire quelque chose avec le contrat de 4, qui était une erreur, je pense, de lui donner le max. Mais est-ce que ouais, et ça, on peut c'est rebondir vraiment aussi une sur autre le. histoire? Ouais, on peut C'est rebondir possible aussi aussi. sur le contrat de Randle, parce que j'ai vu pas mal de monde gueuler sur le fait qu'il n'ait pas été tradé à la deadline. Je pense que c'est logique, en fait. C'est que tu auras beaucoup plus de flexibilité à l'été. Puisque du coup, c'est soit en gros il opt-in et du coup tu peux le trader parce qu'il est expirant, soit il opt-out et il disparaît complètement de tes finances. Ouais. Le but du jeu, en gros, c'était de sortir de ceux qui ont Apron, et ce sera le cas l'été prochain. Et Donc ça sachant te permettra que aussi de faire des moves et d'affiner le roster. t'as le contrat de Donc, Gobert t'auras trade. qui est moins onéreux aussi à partir de l'année prochaine, qui Oui. est dégressif, il me semble. Ouais. Ouais. Bah en fait, il a re-signé un contrat, c'est-à-dire qu'il a refusé sa player option qui était à 45 ou 47 pour scale down son contrat, et je crois que du coup on économise 13 millions, un truc comme ça. Je vais te dire la ça. saison. Là, il touche 43,8 millions cette saison. À partir de l'année prochaine, c'est déjà 35. Et c'est pas dégressif, mais c'est 35, 36,5. Ouais. Et il y a une player option à 38, il me semble. C'est pas mal. Mais ça te laisse une dizaine de millions pour bricoler encore un petit peu, donc tu es en gros tu seras sous le second Apron, Ouais. donc ça te permet aussi potentiellement de faire des moves. Le but du jeu, ça reste, on va pas se mentir, de re-signer Naz Reid et peut-être Nickel Alexander-Walker. Mais d'après les calculs que les spécialistes des Wolves ont fait, concrètement, si Randle reste, tu peux peut-être potentiellement garder les deux quand même, parce que ton second Apron, il se déclenchera qu'en fin de saison. C'est Oui. en fin de saison, donc du coup, concrètement, tu as encore de quoi faire le move derrière. Par Ok. contre, ça veut aussi dire que les équipes, elles vont vouloir peut-être ton pic de Détroit pour récupérer le contrat. C'est Voilà. vrai que vous avez un petit pic intéressant avec Détroit, mine de rien là. C'est sur la prochaine draft, hein. C'est la prochaine draft, Ouais. ouais. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas bougé, parce que si Détroit a converti ce pic-là, t'as un pic 15, 16 ou 17, ce qui est plutôt bien. Oui. Ça peut te permettre d'aller chercher un joueur aussi, tu vois, de qualité et qui puisse apporter tout de suite. On a des jeunes à potentiel qui peuvent intéresser, donc en fait, c'est vrai que le jeu du trade de 4, c'était ça. Hein. Même sans parler de trader Julius Randle, c'est vrai que c'était assez étonnant de ne pas voir les Wolves ne serait-ce que se positionner sur un joueur de complément ou un peu au moins essayer de ramener un profil un peu plus intéressant. Ça n'a pas bougé du tout. Moi, ça m'a surpris un peu. Quentin, toi, t'es pareil? Ouais. Après, on n'avait pas encore de nouvelles par rapport à qui sera le futur owner, donc difficile de savoir aussi comment tu bouges et comment tu fais tes moves. Donc je pense que le but c'était vraiment status quo et en gros on va voir ce qui va se passer cet été, on prendra les décisions qui s'imposeront. Là au moins il n'y a aucun risque qui est pris. Ouais. Quentin, du coup, On lâche pas d'assets. si tu t'arranges avec les fantômes là qui sont chez toi.
T'es mute. J'ai l'impression que la lampe parle pour moi et qu'elle dit bah peut-être que ça aurait été quand même intéressant d'ajouter quelqu'un qu'il n'y a pas eu de changement et qu'il fallait faire quelque chose. Je vais juste voir d'un point de vue. Ok, t'as le temps. Parce que j'étais en train de me dire, c'est bien beau de jouer la patience, tout ça. Mais est-ce que tu peux te le permettre avec un profil comme Anthony Edwards, Pas qui le temps. est vraiment jeune, qui est très très compétiteur, Hmm. et qui peut certainement se dire bah je me fais chier dans le Minnesota, il y a rien qui bouge et à un moment donné je me casse. Est-ce que vraiment c'est parce que je sais pas, il y avait peut-être des profils qui étaient super intéressants. Moi je sais que j'aurais kiffé voir par exemple un Cameron Johnson Ah bah du oui. côté du Minnesota. Ça aurait pu faire je sais pas, ce profil-là est-ce qu'il pourrait être intéressant pour les Wolves? Mais non, mais Cam Johnson, c'est super. Après, le problème, c'est toujours pareil, c'est que du coup, si tu veux Cam Johnson, t'as lâché le peu de marge de manœuvre qui te restait. Si ça marche pas, t'es baisé pendant 4-5 ans. Parce que t'as plus aucun asset. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, en fait, je pense. Ouais, Là, en fait, on n'a pas une équipe qui est nulle non plus, tu vois. On a hmm. une équipe qui sera peut-être moins compétitive, mais elle est pas nulle. Donc concrètement, tu sais que tu peux encore rivaliser avec le 8e, enfin le 7e, etc. Tout en n'ayant rien lâché, et en fait, en voyant vraiment sur quel truc appuyer pour l'été prochain. Donc je pense que c'est sûr que les fans, ils ont vu ça un petit peu comme, ouais, ils ont pas bougé, quelle bande de cons, entre guillemets, parce que Manque tout le monde s'est d'ambition. renforcé derrière nous. Bah ouais, mais en fait, il faut voir ça différemment. C'est que le move de 4 à l'été, il a été fait pour notamment affiner les finances. Et ben là, on continue un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment d'être flexible à partir de l'été prochain Hmm. pour savoir comment entourer Edwards. Tu vois, on aura beaucoup plus de marge de manœuvre. Pas de move égal, pas de move risqué, entre guillemets. Donc finalement, l'un dans l'autre, c'est pas plus mal, quoi, hein. Et Ok. alors, du coup, tu l'entoures comment, ce Anthony Edwards pour toi? Quels sont les profils qui pourraient être intéressants? Hmm. La cible limite pour l'été prochain, là, si tu dois en choisir une, un peu comme Quentin te demande là. Franchement, j'étais chaud quand j'ai entendu qu'ils étaient un petit peu sur Lonzo Ball parce que c'est typiquement le genre de profil qui serait intéressant. Mais je te parle du Lonzo Ball pas blessé, enfin avec pas Ah la oui. prise de risque, etc. Et en fait, un Lonzo Ball, un Tyus Jones, un gars comme ça, je pense que ça peut clairement aider Edwards. Après, est-ce que Tyus Jones, il a de quoi être titulaire? On a vu que cette saison, c'était pas ouf. Hmm. Mais c'est à Phoenix, contexte différent. Mais je pense que je ciblerais un mec comme ça, en fait, qui est pas si cher que ça, donc que tu peux inclure à tes finances, qui te coûtera pas des masses, et par son intelligence de jeu, en fait, qui peut apporter à Edwards, simplement. Ouais, Desno, il nous met un meneur à la Brogdon, hein. Ça partait aussi sur le poste de meneur. Est-ce que Malcolm Ouais, Brogdon mais on peut est un être peu dans un... Ah, c'est pas un vrai meneur, on Brogdon, est un c'est peu vrai. dans ces idées-là, hein. Ouais, Ouais. mais Brogdon, j'aime bien. Moi, ça... tu vois, Thibaut, moi, je suis assez séduit sur le côté... c'est quelqu'un qui peut tenir la balle, qui fait un peu tout, qui prend un peu de rebond, qui peut scorer, qui est propre. Là, tu l'as Et... déjà, en fait, enfin, en gros, c'est le profil de Di Vincenzo, là, hein. À peu de choses près, on est à peu près dans ces trucs-là. C'est juste que Brogdon est un petit peu plus long, donc il est un petit peu meilleur au cercle. Il est à peine meilleur rebondeur quand tu regardes, et il est Hmm. injury prone aussi, donc c'est un vrai problème, ça. Hmm. Enfin, je pense que quand tu recrutes, en fait, tu essaies de voir un petit peu, enfin, tu essaies de cocher toutes les cases là, quoi. Donc, bah, t'évites de prendre des mecs qui se blessent tous Ouais. les 2 mois aussi, hein. Je sais pas ce qu'a donné Brogdon cette saison, honnêtement, donc je peux pas vous dire. À qui regarde Mais Washington déjà? Personne? Mais est-ce qu'il joue déjà? Je suis même pas sûr. Je vais vous dire ça. Bah si, je crois qu'il joue, il joue. Brogdon, Malcolm Brogdon, voyons voir. Malcolm Brogdon, il a joué 24 matchs seulement, il est en 12,7 points, 3,8 voilà. rebonds et 4,1 passes. Ouais, il joue comme dit Rabiot 92, mais bon, Pourcentage. il joue pas Un non plus match des sur masses, hein. deux, et Ouais, un vas-y, match Seb. sur deux, c'est difficile quand même. Ouais, non, c'est clair. Ouais, un match sur deux, c'est difficile parce que quand tu comptes intégrer un mec comme ça, c'est que tu comptes aussi l'associer à Edwards, ben, pour toute une saison. Si le mec il est pas là un match sur deux, je pense que tu peux pas, en fait, alors, à moins qu'il coûte 3, 4, 5 millions, mais je suis même pas sûr, il prendra 10 ou 12, hein. Mais oui, après en termes de profil pur, je pense que c'est des joueurs comme ça qu'il faut, c'est des Lonzo Ball, c'est des Tyus Jones, c'est des mecs avec du QI basket. Je serais même pas étonné qu'on essaie de récupérer un nouveau Kyle Anderson à un moment donné, parce que ça fonctionnait. C'est pas faux, en effet. Mais il faut les mecs intelligents. Ok, messieurs, quelque chose à rajouter sur la saison des Wolves maintenant? Quel est l'objectif là? À partir de quelle étape? Enfin, pas quelle étape, non, mais comment on peut dire ça? À partir de quel moment tu seras content de cette saison, Seb?
Écoute, moi je suis content si on arrive à faire 6ème et place directe en playoff parce que passer par le play-in, mine de rien, c'est prendre des risques énormes. Il y a quand même une grosse concurrence et des équipes qui sont renforcées partout. Donc je pense que la 6ème place c'est accessible de par le calendrier qu'on a et le calendrier des autres. Maintenant, est-ce qu'on est capable de battre des petites équipes? Ça, c'est encore un autre problème. Et si tu passes un tour, concrètement, tu auras fait une bonne saison parce que tu auras intégré Julius Randle malgré toi. Tu auras assaini les finances à l'été et finalement, tu te rends compte que t'es pas beaucoup moins compétitif qu'avant, quoi. Voilà. Ok, messieurs, Quentin, Thibaut. Pour moi, le résultat final de cette saison compte pas vraiment, c'est plus voir comment vous allez préparer la suite, l'avenir. Autour de Randle, autour de ce poste 1 qui pour moi me semble assez prioritaire quand même. Et ouais, voir après ce que tu fais avec les jeunes, parce que je t'entends dire du bien de Dillingham, que je suis plutôt d'accord dans l'ensemble. Mais moi, ça me dérange parce que il est draft au moment où vous avez toujours 4 est tradé, donc forcément après, tu l'utilises un peu de manière différente, je trouve. Mais ça reste quand même une pierre à bien polir, donc ouais, je serais plus attentionné sur cet été que sur la fin de régulière et les playoffs. Ok. Quentin, mot de la fin. Ouais, je pense qu'il n'y a pas énormément d'attentes quant à des objectifs à court terme, c'est-à-dire la saison actuelle. Si tu parviens à atteindre les playoffs et que tu fais bonne impression au premier tour, peu importe le résultat, bon bah ce sera bien. Et comme le dit Thibaut, on les attendra vraiment durant l'été. Et juste pour savoir, parce qu'on parle de jeunesse là côté Timberwolves, j'aimerais bien qu'on m'explique un peu quels sont les joueurs à fort potentiel, mis à part Dillingham. Parce qu'on a beaucoup parlé de Dillingham, mais pour le reste, pour un mec qui connaît pas trop les Wolves, qui ne suit pas, c'est quoi là les joueurs, Seb, où tu nous dirais, lui, il faudrait le suivre de près. Lui aussi est très intéressant. Après, faut pas croire que dans une équipe, tu peux développer 12 mecs qui vont finir comme Jokic. Donc pour moi, des mecs à potentiel, ça peut aussi être des mecs de rotation, tout simplement, qui t'apportent quelque chose. Ok. Comme tu as pu avoir des KCP du côté de Denver, alors qui étaient ailleurs avant, hein, mais voilà, dans le but, dans le but, on est à peu près là. C'est que en Ok. gros, pour entourer Anthony Edwards, il te faut aussi des contrats qui sont peu chers. Ouais, Des contrats des peu chers, par role-players. définition, Des c'est role-players. ou des vieux ou des jeunes. Ouais. Voilà, par définition, c'est ou des vieux ou des jeunes. Et en gros, par exemple, Jalen Clark est vraiment élite défensivement. Maintenant, reste à voir s'il est capable de marquer à 3 points, par exemple. On en est là, quoi. Donc lui, il peut peut-être apporter s'il se développe un shoot. McDaniels a toujours une once de potentiel quand même. Alors maintenant, on le connaît parce qu'il a 24 ans et qu'il est dans la ligue. Nasrid, c'est la même chose, tu vois. Donc pour moi, les gros potentiels de l'équipe, en fait, je pense, hein, c'est Anthony Edwards et Nasrid. Je serais même convaincu, tu vois, à dire que Nasrid, potentiellement, il peut être dans une discussion All-Star d'ici 3-4 ans, selon la bonne équipe et le bon profil, quoi. Mais autour, tu as besoin de tous ces jeunes-là qui peuvent apporter un élément, 2 éléments, 3 éléments, et en fait, construire une équipe comme ça. Ah, ça... Donc forcément, tu peux pas construire une équipe autour de 4 ou 5 contrats max, c'est pas possible. Potentiel, je parle. Hein. Bah Voilà. non, parce que on le voit avec Ouais. les Suns, hein, mais ça met Shannon Junior dans le chat, et juste avant de te redonner la parole, Quentin, c'est vrai que quand on regarde là, le payroll et le roster des Wolves, t'as énormément de joueurs qui sont entre... Bah, il y a Rod Dillingham avec 20, mais sinon t'as beaucoup de 23, 24, 25 ans, et c'est vrai que, bah, mine de rien, est-ce qu'on va pas plus vite que la musique, quoi, du côté de Minnesota? Finalement, même Anthony Edwards n'a que 23 ans, quoi. C'est ça qui est dingue. Non, mais moi, l'idée de ma question, c'était plutôt d'avoir une description des autres profils qui sont tout jeunes, qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Moi, je me pose des questions sur un mec comme Josh Minot, comme je sais pas moi, Minot, Leonard je vais te Miller, dire. tous ces gars-là. Qu'est-ce que ça donne en fait? Genre, c'est parce que toi, t'as dû en voir des matchs et tout. J'en Est-ce ai que pour vu toi, il y a du et j'en ai potentiel? vu en vrai et je vais en voir en vrai, ouais. Josh Minot, il est sorti de la rotation, il a eu sa chance. Alors des fois, il rentrait 12 secondes, il se faisait sortir pour manquement défensif, alors que d'autres joueurs stars en foutaient pas une et étaient sur le terrain. Mais ça, c'est l'histoire de contrat et de salaire. Mais Minot, je pense que tu peux oublier déjà. Donc pour moi, il est peut-être plus là à l'été prochain. Ok. Dans les jeunes, Leonard Miller qui a un petit peu brillé au All-Star Game, mais après un All-Star Game, ça vaut ce que ça vaut. Je pense pas encore qu'il soit prêt, notamment physiquement. Voilà, donc je pense qu'il peut se faire bouger. On sait pas encore quel est son poste non plus. Est-ce que c'est un small ball 5? Est-ce que c'est un 4? Donc là, il doit encore se développer. Terrence Shannon Jr., ça a été cité, effectivement, il a un potentiel. Par contre, il a 24 ans déjà, Ouais. donc c'était un rookie qui est plus âgé. Donc tu Ouais. sais déjà tu connais son plafond, entre guillemets, déjà, plus ou moins. Et tu connais son palier.
Et Dillingham, c'est super difficile de faire un avis dessus concret parce que il a que 20 ans et qu'il est peut-être à 4 ou 5 ans d'être le joueur qui sera au max. Donc on ne sait pas encore. Mais tu as des jeunes à développer. Le problème pour les développer, j'en reviens là, il faut qu'ils jouent. Ouais. Il faut que tu te fasses une idée en fait vis-à-vis de l'été prochain des décisions que tu vas prendre en fait. Si tu les fais pas jouer en fait, tu n'auras aucune idée de ce qu'ils vaudront. Mm. Ce sera difficile. Et autre chose, si tu souhaites trader à un moment donné, t'as des mecs comme même Rob Dillingham, ça reste un asset, tu vois. Il a été drafté en 8, donc ça peut potentiellement avoir une value aussi si tu as besoin d'aller chercher des mecs. Pour moi, il y a du boulot à faire sur ces jeunes-là, mais il faut les faire jouer. C'est toujours le même problème. Voilà. Donc Chris Finch, écoute-nous, écoute Seb, et fais jouer les jeunes aussi. Ouais, alors, petit truc très drôle, c'est que on va dans le Minnesota dans moins d'un mois maintenant, avec 20 personnes là, 20 followers. Et du coup, on va voir les matchs en direct, donc on essaiera de faire des retours un petit peu plus précisément aussi sur ce qu'on voit au niveau du terrain, parce que mine de rien, ce que tu vois à la télé sur le terrain, c'est pas toujours pareil non plus. Donc, et si on peut glisser un mot à Chris Finch, t'inquiète pas qu'on le fera. On compte sur vous pour ça les gars. En tout cas, écoute, bon voyage. Hein. Franchement, kiffez bien. Ouais, profitez. Ça va être cool. Vous allez voir combien de matchs? Alors, ça peut être 5, mais ça dépend un peu de l'état de fatigue des gens. Mais concrètement, ce sera 4 pour tout le monde et le 5e, ce sera peut-être Orlando pour 3 d'entre nous. Ok. Écoute, franchement, kiffez bien les gars et au cas où, peut-être d'ici là, quand vous reviendrez, vous pourrez nous partager votre expérience. Voilà. Voir Avec un peu plaisir. comment ça a été. Et puis écoute, Seb, magnifique. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Et puis on va suivre la fin de saison des Wolves avec attention. Quentin, Thibaut, n'hésitez pas si vous avez quelque chose à dire à notre invité. Moi, je te rejoins sur un point, Seb, c'est que Anthony Edwards a l'étoffe d'un franchise player. Et je pense qu'il l'est déjà, en fait. Pas sa forme la plus parfaite, mais il l'est déjà. Et c'est pour ça que je mets l'accent sur... va falloir bien taffer prochainement. Parce que faut pas oublier que vous n'êtes pas le plus petit des marchés, mais vous n'êtes pas un gros marché pour autant. Et que des envies d'ailleurs, ça arrive tôt ou tard. Donc, va falloir taffer. Quentin, mot de la fin. Merci Seb, c'est trop cool parce que avoir l'avis comme ça d'un expert en la matière, c'est toujours bien, ça permet d'en voir un peu plus, de comprendre un peu plus de certaines choses, que les Timberwolves, je vais pas mentir, hein, c'est pas la franchise que j'ai le plus regardé cette année. Et clairement là ça me donne envie, je crois pas que ça joue dès jeudi parce qu'il y a que les Lakers contre les Hornets. Mais très rapidement, je vais me mettre à regarder les Wolves parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir tout ce que tu nous as raconté par rapport à Randle et tout ça, vraiment voir ça en action. Et puis voilà, non mais franchement trop cool, merci beaucoup.